Jean-Pierre, je te vois aujourd'hui pour parler de ta nouvelle série qui s'appelle Révolution. Voilà, on montre la couverture du tome 1 qui est magnifique et dessinée par Jean-Philippe Rosbach. Voilà. Voilà. Donc c'est une série qui commence. Le prochain, donc ce numéro est sorti déjà là, il y a peu de temps. Le prochain va sortir dans pas très longtemps. Il concerne 1940. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel est le principe de cette série? Alors, le principe, effectivement, c'est... Tu peux l'enlever, en fait. Ouais, j'ai regardé mon ridicule. Le principe, en fait, c'est les moments dans l'histoire de France où l'histoire de France pouvait bifurquer. Alors, dit comme ça, effectivement, on peut se dire que l'histoire de France peut bifurquer tout le temps, mais il y a eu des moments, pas tellement nombreux d'ailleurs, où il s'est passé... grosso modo, où la France pouvait disparaître ou tout au moins devenir autre chose, quoi. La punchline, pour parler comme les jeunes, c'est comment il va se passer quelque chose. Là, c'est comment faire une révolution. Le prochain, sur 1940, c'est comment abattre une république. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments... En fait, l'idée est partie d'un bouquin qui s'appelait « Français, êtes-vous prêts pour la révolution ?» et où il racontait les moments où il y avait une révolution possible, donc ça parlait de la Fronde, ça parlait de Brumaire, ça parlait un certain nombre de 58, un certain moment où ça a changé, l'histoire a changé avec, moi c'est ça qui m'a intéressé quand on a regardé de plus près, ça a changé avec un complot dont les comploteurs n'ont pas réussi à tenir tous les fils. Pour Brumaire, par exemple, c'est très simple, c'est très net, c'est que tout le monde sait que le directoire est à bout de souffle, faut changer de régime. Il y a un certain nombre de personnages qui s'agitent pour changer le régime, donc Sieyès, Talleyrand, etc. etc. Changer le régime qui pourrait être un retour au royalisme ou une accentuation de la révolution, puisque la révolution est à bout de souffle. Voilà. Et la phrase type, je crois que c'est Talleyrand qui dit ça, qui dit on cherche un sabre. Mais on cherche un sabre pour faire le ménage. Et après, on va se débrouiller entre gens raisonnables pour faire de la politique. Et puis, circonstance, un général qui est pressenti mais qui est tué. On tombe sur Bonaparte. Donc, voilà, c'est un sabre. Et puis après, on va le ranger dans sa boîte. Et là, sauf que Bonaparte, ça marche pas du tout comme ça. Et que lui va prendre en cours de route le complot et va le prendre à sa charge, et puis va finalement réussir à virer tout le monde et à prendre la première place. Et c'est en fait, moi j'étais intéressé par tous ces moments dans l'histoire de France où il y a ce type de situation. Pour 1940, c'est un peu la même chose. Maintenant, on sait que c'est un coup d'État blanc. C'est pas simplement une défaite française avec l'instauration d'un gouvernement qui va faire ce qu'il peut. On sait qu'à partir du moment où le gouvernement s'installe à Bordeaux, il y a plusieurs possibilités. Partir en Afrique du Nord, combattre, enfin bon, voilà. Et qu'il y a un certain nombre de comploteurs qui vont décider d'abattre la République. Et là, ils vont chercher un sabre aussi. Et ce sabre, ça va être Pétain. Et au départ, Pétain fait absolument pas partie de ce complot. Et il va le prendre à sa charge, et puis ça va donner ça. Et donc voilà, à chaque fois, le troisième, c'est sur Jean II, donc au Moyen-Âge, pendant la guerre de 100 ans, où le dauphin se retrouve, Jean II, à la bataille de Poitiers, est fait prisonnier par les Anglais. Le dauphin se retrouve tout seul. Il y a aussi des forces qui se mettent en place à Paris pour faire une commune du genre des communes de Flandre, les Bourguignons, enfin voilà. Et puis un personnage qui va surgir, c'est le dauphin, qui normalement devrait pas surgir parce qu'il est sans troupes, sans machin, et puis va réussir à prendre le dessus. Et alors un autre volume, ça serait aussi sur 58, donc la prise de pouvoir de Gaulle, qui est, là aussi c'est pareil, c'est-à-dire qu'on oublie, moi ce qui me fascine, c'est qu'en histoire on oublie les choses. 58, dans l'esprit des gens, 5e République, de Gaulle est appelé au pouvoir, il fait 50. Point à la ligne, basta.
Alors les gens qui s'intéressent un peu plus, ah oui, il y a eu le complot des généraux en Algérie, il y a eu effectivement tentative, hein, mais ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire ça ne va pas plus loin. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a un complot, donc des généraux, enfin du moins d'une partie de l'armée en Algérie pour abattre la République, enfin pour abattre la 4ème République, que là aussi ils cherchent un sabre, ils tombent sur De Gaulle. Et que De Gaulle, avec une rouerie et une habileté politique fabuleuse, va retourner le truc de façon à ce que ça soit lui qui se retrouve à la tête de cette histoire et fonde la 5ème République. Et voilà, il n'y en a pas énormément des moments comme ça dans l'histoire de France, mais ils sont fondateurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça change quelque chose. Brumaire, ça va bien évidemment donner l'Empire, 58 ça donne la 5ème République, etc. etc. C'est important. En même temps, c'est le sous-titre de la collection, c'est quand la France a basculé, donc c'est vraiment des moments charnières. Voilà, c'est ça, c'est des moments charnières, et c'est quand la France a basculé dans quelque chose qui n'était pas prévu. Je me suis demandé quels pouvaient être les autres moments. Et par exemple, j'ai pensé à mai 68, et puis je me suis dit, mais non, mai 68, rien ne bascule. En fait, ça continue. Et après, la société change, bien évidemment, mais il n'y a pas de rupture. 68 s'arrête en juin, en juillet, quoi, et puis ça repart, et il n'y a pas vraiment... Et donc ces moments où vraiment il y a un basculement et un changement d'orientation, on en compte... une petite dizaine dans l'histoire de France. Donc, en fait, c'est une série qui va être close. Hein. Ça, c'est pas une série qui peut continuer comme Jour J. Ou... Non, il n'y a pas moyen de faire ça. Il n'y a pas moyen. Il y a 3 titres qui vont sortir. Il y en aura peut-être encore 3 ou 4 autres, grand maximum. Mais il y a effectivement 89, la Bastille. Où effectivement, c'était pas du tout prévu. Ça pouvait passer, il pouvait se passer autre chose. Il peut y avoir... ça, à la louche, la prise du pouvoir d'Henri IV, où effectivement, là, c'est pas... non, il peut y avoir... donc 58, ça, j'en ai parlé. Mais voilà, on est quand même sur des... un des grands moments que j'aurais bien aimé faire, puis je me suis aperçu que c'était pas possible, c'était le 6 février 34. Mais le 6 février 34, ça ne marche pas. Et donc après, il se passe rien, quoi. On continue. Bon, alors après, on peut dire effectivement que le 6 février 34 produit le Front populaire, etc. Mais c'est dans la continuité de l'histoire. Il n'y a pas de basculement, quoi. Oh oui, c'est autre chose. Ou bien c'est un basculement plus lointain. Enfin, on n'est pas dans l'immédiateté. Voilà, c'est ça. Et on n'est pas surtout dans le changement profond immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport entre entre Brumaire et le consulat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'exil Brumaire a eu lieu, le consulat est mort et les institutions changent radicalement. C'est plus du tout la même chose. Alors, l'autre chose qui je trouve intéressante et qui rend la lecture de ce premier album assez jubilatoire et prenante, c'est que finalement le 18 Brumaire, c'est juste la fin d'album, ça se règle à la limite en quelques pages, mais que tu as introduit 2 personnages qui n'existent pas, et qui vont conduire à la fois l'histoire de France, l'histoire de l'armée, en incise, et finalement qui vont arriver à Brumaire. Ça c'est le problème des BD, de la place qu'on a dans une bande dessinée, donc d'une 50aine de pages, qui est, en fait c'est très peu par rapport à un bouquin d'histoire de 200 pages, ou un roman, une chose comme ça. Et donc, une des astuces que j'ai trouvées, enfin, mis à part le plaisir de raconter des histoires, un peu à la Dumas, ça c'est autre chose, mais c'est de dire, voilà, on peut faire l'histoire de Brumaire en prenant 3 jours avant Brumaire et en détaillant tout jusqu'au lendemain de Brumaire. C'est relativement casse-pied, il faut chercher une dramaturgie. Et donc, la dramaturgie, moi, ce que j'ai trouvé, alors après, on peut apprécier ou pas, c'est de se dire, on va inventer des personnages qui vont grosso modo représenter les forces profondes du pays au moment. Là, les 2 personnages, il y a une royaliste qui s'est battue avec les Chouans, etc., etc. Et puis, il y a un jeune officier qui a fait la campagne d'Égypte avec Bonaparte et qui revient, et qui était fils de paysan.
Et c'est vrai que si on parle un peu en termes marxistes, les deux grosses forces productives du moment qui vont s'affronter, c'est effectivement l'ancien monde, les royalistes, et puis toute cette nouvelle bourgeoisie. Il y a un bruit étrange qui se passe tout d'un coup. Cette nouvelle bourgeoisie qui va se mettre en place et qui naît de la Révolution, qui est une bourgeoisie militaire et qui va durer comme ça pendant 200 ans. Et donc voilà, il fallait prendre des personnages, et dans les autres volumes, je fais un peu la même chose, c'est-à-dire que je prends des personnages. Alors dans 40, c'est un personnage qui a vraiment existé, puisqu'il s'appelle Ian Fleming. Alors là, j'ai un doute, mais je pense que je l'expliquerai en postface. C'est-à-dire que Fleming dit dans ses mémoires qu'il a vraiment... Alors, Fleming a vraiment été espion, il a vraiment travaillé pour le MI6 pendant la guerre. Enfin non, c'était pour les services de renseignement de la Navy. Lui dit, mais ça n'a été vérifié par personne, qu'il est envoyé par ses supérieurs en 40 pour trouver l'amiral Darlan, l'amiral Darlan, puisque la plus grande crainte de Churchill, c'est de voir la flotte française passer sous contrôle allemand, ce qui est juste. Et en fait, il lui raconte, lui, qu'il traverse la France du nord au sud à la poursuite de Darlan pour le convaincre, et finalement il ne la trouvera pas, et voilà. Donc lui va servir de fil rouge. Bon, le personnage a vraiment existé, contrairement à mes deux héros là. Savoir s'il l'a fait, comme Fleming était quand même un affibulateur de premier bourg, faut se méfier. Par contre, l'idée, effectivement, et c'est ça qui est important à mon avis, c'est-à-dire qu'il faut justifier le personnage, qu'il existait ou pas, avec un intérêt historique. Et là, l'idée que la plus grande trouille des Anglais, c'est de voir la flotte française passer sous contrôle allemand, c'est avéré, quoi. Donc voilà. Ouais, l'intérêt, c'est que tu démontres qu'on peut faire de la bande dessinée historique avec une part de fiction, mais qu'il faut choisir un angle avéré. Voilà, enfin, il faut se donner des limites, c'est-à-dire que ou alors c'est autre chose, ou alors c'est jour J, effectivement. Là, on se permet. On se permet tout et n'importe quoi. Oui et non d'ailleurs, parce qu'on essaie quand même d'avoir une certaine logique. Mais bon, à partir du moment où c'est de l'Uchronie, on peut se permettre d'avoir des marges plus grandes. Dans des bouquins historiques, on ne peut pas faire une biographie historique complète en BD, sauf à la faire en 15 tomes. Parce que, une fois de plus, simplement en termes d'occupation de signes, on n'a pas assez de place. Donc il faut essayer de trouver des angles de manière à expliquer par des artifices, donc des personnages, ce qu'on veut démontrer ou ce qu'on veut expliquer en termes historiques. Mais la limite, c'est effectivement de ne pas changer le cours de l'histoire. Je pouvais pas avoir... là, à la fin, je fais marier mes deux héros, on va se polir, c'est pas très grave, sous l'égide de Talleyrand. Pourquoi pas, c'est possible, mais je ne pouvais pas faire marier l'héroïne à Talleyrand. Parce que ça n'a simplement pas existé. Donc on faut toujours, à mon sens, après chacun fait comme il veut, mais à mon sens, il faut toujours s'arrêter au moment où les conséquences de l'action des personnages changeraient la grande histoire, quoi. Je crois que tu m'as tout dit en fait. Tu m'as dit pas mal de trucs. Au revoir alors.